Bonjour à tous, bienvenue à ces 5e rencontres de l'éducation aux médias. Je me présente, je m'appelle Yves Renard, je suis un ancien journaliste de Radio France, de France Télévisions et d'autres médias encore. Aujourd'hui, je suis directeur du développement de l'École supérieure de journalisme de Lille et notre école est très engagée dans le sujet de l'éducation aux médias depuis longtemps maintenant. Au point donc on en est rendu maintenant à nos 5e rencontres et qu'on mène beaucoup d'activités et dont on va beaucoup évidemment parler aujourd'hui. Alors ces rencontres sont maintenues malgré les circonstances, donc j'insiste sur le fait pour tout le monde, dans l'intérêt de tout le monde, de respecter les gestes barrières, de garder malheureusement les masques et de notre côté on a décidé d'annuler le cocktail de fin de journée pour limiter les risques. Je crois qu'on a tous envie de passer des fêtes de fin d'année les meilleures possibles, tout en maintenant au maximum les activités qui sont les nôtres. Donc on est tous dans ce compromis permanent, et donc j'espère que vous le comprendrez. Alors pour la première fois, nos rencontres sont délocalisées à Amiens, après plusieurs éditions à Lille. L'année dernière, on devait venir ici aussi, à Amiens, c'était prévu, mais malheureusement, l'année dernière, on a été obligé de le faire à distance, on n'a pas pu le maintenir. L'année dernière, la situation était encore pire. Alors, ces rencontres sont le fruit d'une co-organisation entre nous, le SJ de Lille, et Hémicycle qui est représenté ici par Clémence, qui nous parlera tout à l'heure, qui nous dira ce qu'est Hémicycle. Voilà. Il y a également Ignès Endurant et Laurent Lapeau dans l'équipe Hémicycle qui nous ont aidés à organiser tout ça. Et puis de notre côté, il y a des permanents de l'école, Claire, Amran, Hélène, Laurence, toute une équipe, Marine, qui sont là et qui nous ont rendu possible l'organisation de cette manifestation. Beaucoup de membres du réseau Hémicycle sont présents et on s'en réjouit. Le moment est venu de souligner l'importance et de remercier nos soutiens institutionnels et nos bailleurs, sans qui rien n'est possible. Donc je cite l'Europe, par les fonds européens FEDER, la région, Hauts-de-France, la DRAC, qui est probablement notre plus ancien soutien en matière d'éducation aux médias, et qui est représenté ici également. Bonjour Sophie. Merci à Canopé pour son accueil. Donc là j'ai un petit mot qui me dit de rappeler l'engagement de l'ESJ dans l'éducation aux médias. Bah oui, c'est une activité. Parmi les écoles de journalisme, c'est un sujet qui est un petit peu compliqué. Est-ce que nous, les journalistes, ou nous, les futurs journalistes, les enseignants en journalisme, on doit ouvrir nos enseignements et nos écoles à des profanes, entre guillemets, des gens qui s'intéressent à ce sujet mais qui ne s'y intéressent pas pour devenir des professionnels? Eh bien, c'est un débat dans notre communauté éducative et certains pensent que non. Nous, on pense, et depuis longtemps, que oui. On va et on tient fermement à ouvrir notre enseignement, nos pratiques dans des soucis de transparence, mais aussi tout simplement parce qu'on pense que beaucoup de gens, même s'ils ne veulent pas devenir des journalistes professionnels, sont intéressés par les mécanismes de production d'information et de consommation d'information et aussi sont associés, regardez ce que j'ai dans la main là, c'est un média. On a tous un média dans la main, on est tous des médias. L'éducation aux médias concerne tout le monde et moi personnellement, je pense que l'éducation aux médias devrait être un droit pour tous. Alors là, après cette envolée, le thème de cette édition, c'est quel territoire pour le MI? Alors par territoire, on entend les territoires géographiques, mais aussi les publics, les missions, et puis la présentation de travaux de recherche. Le MI est devenu un véritable enjeu de société et de démocratie, d'autant plus en période d'élection. Vous avez vu comme cette élection présidentielle s'annonce difficile en termes de débat démocratique. Donc on a 180 personnes inscrites en présence ou à distance, donc c'est très bien. Donc, 3 tables rondes sont prévues aujourd'hui. La première va commencer tout de suite. Il va y avoir 2 témoignages live. Il y a 8 ateliers pour des élèves du secondaire et 3 ateliers pour les adultes. Alors je vois que les élèves du secondaire ne sont pas dans la salle. Ça ne m'empêche pas de les saluer, ainsi que leurs enseignants et les équipes pédagogiques.
On travaille pour les jeunes, on travaille pour les adultes. L'EMI, ça concerne tout le monde, hein. Voilà. Il y a 14 intervenants aujourd'hui, dont 2 à distance, de France et de Belgique. Il y a de nombreux représentants d'associations impliquées dans l'EMI. On va le voir dans cette table ronde qu'en particulier dans la région, l'EMI est un sujet transversal qui concerne vraiment beaucoup de monde et de structures différentes qui travaillent ensemble. Je salue bien sûr mes confrères journalistes, les institutions qui sont présentes, et puis on aura une guest star, Samuel Etienne, qui est un journaliste connu, hein, et qui est un streamer. Donc il fait partie de ces journalistes qui vont vers les nouvelles pratiques des jeunes en matière d'information. Et donc c'est devenu un streamer qui a beaucoup de succès, et ça marche très bien ce qu'il fait sur la plateforme Twitch. Et il nous fera un stream en live tout à l'heure. Je pense que c'est un moment que tout le monde attend beaucoup. Nous, on est très heureux qu'ils viennent faire ça ici. C'est vraiment super. Et puis, je dis à tout le monde que toute la journée, on sera en Facebook Live sur la page de l'ESJ Lille et également, bien sûr, en tweet. Alors, je vous propose d'enchaîner. On a pris un peu de retard, hein. On enchaîne directement sur la première table ronde. Donc, cette première table ronde, son thème, c'est l'éducation aux médias et à l'information à l'échelle d'un territoire. Et le territoire dont on va parler, c'est les Hauts-de-France. Donc, je vous propose de faire une présentation rapide des personnes qui sont autour de la table, et puis après, on leur donnera la parole. On aura des échanges entre nous, parce que je pense que ce qui sera dit par les uns et les autres provoquera des réactions déjà des collègues qui sont là. Et bien sûr, on compte sur vous pour intervenir, pour poser des questions. N'hésitez pas à me faire signe si vous n'entendez pas bien, parce que j'ai tendance... Ça marche beaucoup moins bien. Donc on commence par Sophie Jousseau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes représentante de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. On va découvrir dans quelques instants pourquoi vous êtes là et pourquoi c'est particulièrement important que la DRAC soit à cette table ronde sur l'EMI à l'échelle d'un territoire. Clémence Boulefroy, bonjour. Vous êtes de l'association Carmen, hein, une association d'éducation populaire dans le monde des médias. Mais vous êtes là au titre d'Hémicycle. Et Hémicycle, c'est un collectif qui structure des collectifs, des associations, des universités, bref, toutes sortes de structures qui sont engagées dans l'EMI. Et c'est quelque chose qui est assez unique en France, si ce n'est unique, en tout cas tout à fait précurseur. Thierry Malfait, bonjour. Bonjour. Vous êtes du CRAGEP, le comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire dans les Hauts-de-France. Et on va voir avec vous comment et pourquoi vos associations, les associations qui sont fédérées au sein du CRAGEP, sont concernées par l'EMI. Et puis enfin, last but not least, Stéphanie Zorn, bonjour. Stéphanie, vous êtes journaliste, vous êtes rédactrice en chef adjointe de La Voix du Nord, en charge de l'éducation aux médias pour le journal. C'est pour ça qu'on vous a invité, parce que La Voix du Nord, et vous allez nous l'expliquer et nous dire pourquoi, ces dernières années, La Voix du Nord s'est beaucoup impliquée dans le sujet de l'éducation aux médias. Ce que je vous expliquais pour les écoles de journalisme, c'est pas évident de savoir si les écoles de journalisme s'intéressent à l'éducation aux médias ou pas, blablabla. Il y a le même débat au sein des entreprises de presse et tous les médias n'ont pas l'attitude de La Voix du Nord qui fait un choix vers l'éducation aux médias. Stéphanie, vous pourrez certainement nous en parler et ça sera certainement très intéressant. Maintenant que les présentations sont faites, je vais vous donner la parole en m'excusant d'avoir été aussi long. Sophie Jousseau, peut-être en 2 mots nous dire ce qu'est la DRAC, et puis plus longuement, la DRAC et l'éducation aux médias, qui est un sujet vraiment très important. Et puis enfin, les Hauts-de-France, en quoi, à votre avis, est-ce qu'on est une région pilote en matière d'EMI, vue depuis votre longue expérience en matière de coopération avec la société civile sur la question de l'EMI dans la région? Alors, longue expérience, pas forcément, puisque la DRAC, en fait, et le ministère de la Culture, c'est
intéressé de façon un peu plus rapprochée à l'éducation aux médias depuis 2015, en fait, vraiment, avec la mise en place d'un plan beaucoup plus ambitieux à la fois au niveau national et puis après dans chaque direction régionale sur des actions en faveur de l'éducation aux médias. Effectivement, l'une des missions de la DRAC, c'est d'accompagner les territoires dans la mise en place des différentes politiques culturelles que l'on peut porter dans différents domaines. Et l'éducation aux médias en fait partie, de façon quand même assez récente finalement. Et donc c'est vrai que par rapport à la journée d'aujourd'hui, la question des territoires, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de toutes nos pratiques au sein de la DRAC, que ça soit à travers la création, mais le lien aux habitants. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous rejoint et qui nous anime au quotidien. Voilà, pour prendre un tout petit peu de recul, depuis le 1er janvier de cette année, en fait, au ministère de la Culture, on a une nouvelle délégation générale. Et le nom est quand même assez évocateur, puisque c'est alors j'ai pris des notes parce que je ne le retiens jamais très bien. C'est la délégation générale à la transmission au territoire au pluriel et à la démocratie culturelle. Donc dans le nom de cette délégation, voilà, on a beaucoup d'enjeux que vous avez pu évoquer tout à l'heure. Donc on est bien ici dans la volonté de permettre et de garantir la participation et l'accès de tous les habitants à la vie culturelle dans le respect des droits culturels. Et en cela, l'éducation aux médias, par cette transversalité qu'elle porte, en fait, a toute sa place et elle joue un rôle fondamental en permettant à chacun d'appréhender le monde qui l'entoure dans toute sa complexité. Voilà. Donc c'est vrai que la DRAC Hauts-de-France a fait le choix vraiment de s'engager très fortement dans ce domaine depuis quelques années, on va dire depuis 5 ans vraiment, en essayant d'à la fois accompagner des initiatives, accompagner la formation aussi des professionnels, aider les collectivités qui veulent s'intéresser à cette question dans la mise en place de résidences de journalistes par exemple, accompagner les médias locaux en les soutenant pour... Ça marche Bon, d'accord. Accompagner les médias locaux par des actions de formation aussi, d'accompagnement. Voilà. Donc je ne sais pas si je détaille un petit peu plus, mais voilà, c'est une politique assez ambitieuse qui s'est construite au fur et à mesure des années, qui se renforce chaque année. Et elle se renforce parce qu'il y a une demande de plus en plus forte à la fois de nos partenaires collectivités, que ce soit la région, les départements, mais aussi les communautés de communes, et aussi des associations du monde de la culture en général qui s'intéressent à l'éducation aux médias par une entrée qui peut être à la fois artistique, journalistique, etc. Donc c'est vraiment au croisement de plein de réflexions qui sont portées par nos partenaires. Voilà. Alors vous qui avez un regard, institutionnel depuis quelques années, mais depuis longtemps, parce que l'éducation aux médias est un sujet. Donc, je ne sais pas, j'ai pourtant plus près, je vais l'avaler. Hein. Là, ça marche ou pas hein ouais. Donc, Sophie, vous qui avez donc un regard institutionnel depuis plusieurs années sur cette question de l'éducation aux médias, par rapport à ce thème de la territorialité, donc à l'échelle de la région Hauts-de-France, qu'est-ce que vous observez sur la région Hauts-de-France? Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il y a un engagement de nombreux acteurs et qu'il y a un fourmillement d'une certaine manière sur la question de l'éducation aux médias qui est prise par tout type d'acteurs ici dans la région? Effectivement, c'est exactement ça. On est vraiment... Alors, bien sûr, il y a d'autres régions qui s'y sont intéressées depuis, mais on a vraiment, je pense, été à l'initiative de nombreux dispositifs. Et ça, je laisserai Clémence l'expliquer, bien sûr, mais c'est vrai que le réseau Hémicycle, sa construction, son accompagnement, sa structuration a été pour beaucoup, en fait, dans la structuration, ce qu'a mis en place aussi, effectivement, l'ESJ, avec une école de journalisme qui s'intéresse à l'éducation aux médias, et des collectivités qui s'y intéressent en accueillant sur leur territoire des journalistes, ce qui n'est pas forcément non plus une évidence en soi d'accueillir un journaliste en résidence pendant 4, 5, 6 mois, des fois sur un territoire, pour travailler avec tout type de public. En ça, je pense qu'elle a été à la fois pionnière et puis c'est vrai que toutes les actions qui sont mises en place portent leurs fruits. Voilà, ça entraîne d'autres demandes, d'autres besoins et ça ne cesse de s'enrichir. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Je vais donner la parole à Clémence.
remercier aussi, souligner l'apport d'autres institutions que sont les collectivités territoriales. Sophie, vous les avez citées, hein, les communes, les agglomérations, les départements, la région. Également d'autres services de l'État comme la politique de la ville, les services de la préfecture de région qui sont présents ici. Hein. Je vous invite tous éventuellement à prendre la parole pour échanger avec nous, mais il y a effectivement un soutien très fort institutionnel. Et il y a aussi une société civile mobilisée, et donc là je me retourne vers toi Clémence. Donc Hémicycle, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, nous en parler un petit peu? Je crois que tu as prévu une petite présentation également. On t'écoute. Donc Hémicycle, c'est le réseau d'acteurs de l'éducation aux médias et l'information de la région Hauts-de-France qui s'est créé en 2018 sur une volonté partagée de réfléchir ensemble, de travailler ensemble, de se former ensemble et d'avancer ensemble et d'agir ensemble. Autour de la table en 2018, pour vous donner une petite idée de la diversité et de la richesse de ce réseau. Il y avait la condition publique de Roubaix, le Labo 148, le Labo Géricault, qui est un laboratoire de recherche de l'Université Lille, Télébé de Somme, une association média d'information sociale de proximité située à Abbeville, la Ligue de l'enseignement de l'Oise, la CAP, Pôle régional Image, l'ESJ Lille et Carmen. Donc en fait, ça vous donne un peu cette idée déjà de diversité dès le départ et de l'envie de se réunir et de se mettre un peu d'accord sur de quoi on parle et comment on peut agir ensemble. Après donc une année de création, l'année 2019, c'était une année de mobilisation d'acteurs sur l'ensemble du territoire régional. Vous avez, je pense, entre vos mains un document qui vous permet d'apprécier justement la répartition de ces acteurs aujourd'hui, puisque aujourd'hui le réseau compte une soixantaine de structures et d'acteurs de l'éducation aux médias et à l'information. Si vous n'avez pas ce document, Inès peut vous le distribuer. Elle est juste sur le premier rang. Et en 2020, donc, ça a été une année où on s'est plutôt mis d'accord, une année de structuration sur un socle commun, en fait, déjà de vocabulaire à travers l'écriture du manifeste du réseau Hémicycle. Aujourd'hui, Hémicycle, ça rassemble, donc, je vous le disais, une soixantaine d'acteurs, de structures, avec notamment des organismes d'éducation populaire, des structures culturelles, des structures éducatives, socio-culturelles, socio-éducatives, des médias, radio et des médias audiovisuels, des universités, des laboratoires de recherche, des grandes écoles et des journalistes. Et voilà, aujourd'hui, parmi vous se trouve un certain nombre de structures qui représentent ce réseau, donc n'hésitez surtout pas à vous diriger vers elles. Je pense à l'ACAP qui se trouve là, la condition publique, le Labo 148, le collectif Parasite qui vient de l'Avesnois, on a la médiathèque de Roubaix, les Francas de l'Aisne. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui sont là aujourd'hui, qui peuvent vous parler en fait de ce travail qui mène sur le terrain, mais aussi à l'échelle régionale, qui se rassemble dans ce réseau. Et depuis 2021, donc, le réseau Hémicycle est invité par la DRAC Hauts-de-France à s'inscrire dans ce qu'on appelle la dynamique de réseau pour l'action culturelle, qui est un programme de développement sur 3 années, qui permet véritablement un engagement des acteurs publics dans l'accompagnement de ce réseau, hein, puisque dès le départ, en fait, la région et la DRAC ont encouragé le réseau Hémicycle. Et donc, pendant 3 ans, là, on va réfléchir ensemble, faire un état des lieux de l'éducation aux médias et des acteurs de l'éducation aux médias sur la région, puis se former, monter en compétences, accompagner plus précisément en fait, les porteurs de projets et sur la 3e année, mener un projet commun. Donc, c'est un réseau ouvert, il n'y a pas d'adhésion formelle, je veux dire, au réseau. Les gens qui participent au réseau sont présents et n'importe quelle structure, même qui porte un projet temporairement d'éducation aux médias, je pense aux résidences de journalistes notamment, peuvent tout à fait nous contacter pour échanger, pour s'informer, voilà. Et venir nous rejoindre. Donc aujourd'hui, Hémicycle bénéficie du soutien et de l'accompagnement de la DRAC Hauts-de-France, hein, je le disais, également de la DRAGES Hauts-de-France et de la région Hauts-de-France. Est-ce que tu avais prévu et évidemment, une présentation je parle sous couvert des membres du réseau qui sont dans la salle aujourd'hui et qui peuvent évidemment m'assister dans cette prise de parole. Il n'y a pas de problème. Clémence, est-ce que tu avais prévu, il me semble, une petite vidéo à projeter? Est-ce que tu penses que c'est le moment qu'on l'envoie? Je ne sais pas si
Amran, c'est OK pour toi? Bon, faites-moi signe là-haut quand ce sera... Ouais, parfait. Merci beaucoup. Un réseau, c'est vachement riche. C'est toujours lourd parce qu'il y a plein de monde et il faut s'organiser. Mais à chaque fois qu'on se retrouve, c'est puissant en fait. Parce qu'il y a une chose de base qui est juste l'échange d'expériences et le dialogue. Et ça, c'est la chose de base qui était vraiment ce qui nous avait enthousiasmé au tout début aussi de ce réseau Hémicycle. On s'adresse à des publics différents et qu'on a tous à tirer profit de nos expertises différentes. Et qu'il est pertinent de s'asseoir tous ensemble plusieurs fois dans l'année pour faire part de nos expertises et en tirer profit. Je vois beaucoup de projets qui peuvent se construire avec d'autres partenaires, dans les radios par exemple, des domaines où je ne suis pas à l'aise, mais moi j'ai toujours aimé l'inconnu, donc me dire parfois que nos projets, hop, ça fait écho à telle personne, il a fait telle chose. Alors dans l'Aisne, on n'est pas nombreux malheureusement, mais moi parfois quand j'entends certains projets, je me dis j'aurais envie de travailler avec Radiographite, j'aurais envie de travailler avec d'autres et de dire voilà. Et pour moi l'avantage d'Hémicycle, et c'est pour ça quand Olivier m'y a invité dès le départ, je dis avec plaisir, bien au contraire, parce que je suis persuadé que c'est par des systèmes de coordonnées comme ça qu'on arrivera à fédérer nos actions pour que dans les Hauts-de-France, du moins, on ait enfin quelque chose de valeur. Et puis, il y a un peu une force de dialogue avec les institutions qui peuvent accompagner tel ou tel projet et qui peuvent déceler, parce qu'ils ont besoin en fait de retour de terrain pour comprendre et connaître et peut-être influencer telle politique publique régionale ou telle politique publique locale, une com ou autre. Ils ont besoin de ce retour-là. Donc en faisant réseau, on parle plus fort. Continuer à établir ce lien entre tous ces partenaires-là pour ne plus les mettre en concurrence et pour faire en sorte qu'on arrive à répondre aux demandes à plusieurs. Ça, je suis convaincu que quand on aura réussi à être à 3 sur le même projet et à le déposer auprès de la DRAC ou autre, on aura tout gagné, quoi. Au lieu de déposer 36 fois le même projet sur 36 partenaires différents. Je sais pas, il y a une structure qui a testé ça, ça n'a pas marché. Ah ben nous on allait faire ça, ah pourquoi ça n'a pas marché? Je pense que ça va aussi développer l'efficacité des actions menées par les différentes structures. En plus d'être très enrichissant en termes de ressources aussi, peut-être de matériel. Donc j'attends d'Hémicycle de voir des pairs derrière et de pouvoir me confronter et construire quelque chose ensemble. Mais ça n'a de sens également que si on se pose la question de qui est à la marge de tout ça? Avec qui on doit travailler? Quels sont les autres professionnels que l'on doit aller chercher? Les chargés de mission culture sur les territoires, les médiateurs culturels également qui sont là, le monde de l'art de façon générale, théâtre, artistes, peintres, ce que l'on veut, créateurs. Le monde de l'éducation et le monde de l'enseignement. Pour moi, je parle de l'éducation, c'est l'aide sociale, c'est les éducateurs spé, c'est tout ça, et les profs. C'est là-dedans où il faut aller chercher pour que cette question de l'éducation aux médias, elle soit imprégnée et qu'elle ne devienne pas hors sol et hors temps. Ok, merci beaucoup. Clémence pour cette petite vidéo. On reviendra dessus avec les questions-réponses et le dialogue qu'on va avoir ensemble. Je me retourne maintenant vers vous, Thierry Malfait. Vous représentez ici le CRAGEP, le Comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire ici dans les Hauts-de-France. Oui. Et donc, bonjour, merci. Bonjour à tous, merci de votre accueil. Votre structure et nous dire en quoi l'éducation aux médias est un sujet pour vous. Alors déjà peut-être parler du CRAGEP en tant que tel. Normalement j'ai une petite diapo qui peut s'afficher parce que
le CRAGEP, en tant que collectif, quand on s'adresse à un public, n'est pas toujours identifié, mais quand on affiche les membres de ce collectif, il y a tout de suite un écho qui se fait parce que voilà, on a eu une expérience. Il y a effectivement une diapo qui est prévue, une série de diapos pour le CRAGEP. Donc, si nos amis de la régie peuvent les afficher, s'il vous plaît. Voilà, ça fait écho parce que voilà, on a tous fait une expérience dans un centre social, avec un club, dans les accueils de loisirs ou avec une MJC, où on a fait une formation avec les CMA, les Franca ou l'UFCV. Donc, tête de réseau, le CRAGEP, c'est une voix qui est portée au service de ses membres, notamment par rapport à l'expertise qu'on peut développer en termes de jeunesse et d'éducation populaire. Et puis, donc par rapport à ce collectif, on est aussi en appui vis-à-vis des actions de nos membres et aussi porteur, coordinateur de certaines actions. Et donc, pour évoquer des éléments par rapport à cette référence au territoire, déjà, effectivement, l'affichage qui est sur la diapo reflète déjà la diversité d'une implantation relativement large. Et puis, par rapport aux actions qu'on coordonne, entre autres, je vais m'appuyer sur une expérience d'une plateforme de mobilité qui s'appelle Ready to Move, alors qui n'est pas tout à fait dans notre sujet, mais sur lequel, par rapport à cette expérience, on a exploré vraiment les questions de ce rapport qu'on peut entretenir avec les territoires pour accompagner les acteurs et développer des actions. J'avais coupé mon téléphone, je ne sais pas ce qui s'est passé, pardon. Et donc, et pour évoquer le sujet, la question de notre rapport à l'éducation, aux médias et à l'information, on est parti du constat, au niveau du CRAGEP, à partir de tout l'emballement digital qu'on traverse et qui s'amplifie, qu'il y avait un certain nombre de problématiques vis-à-vis des publics auxquels on s'adresse, qui sont mal prises en charge par les questions éducatives ou par les acteurs éducatifs, qui bien souvent sont laissés à la discrétion d'organes commerciaux qui sont sous le contrôle de grandes sociétés, et que donc il y avait vraiment un enjeu à engager une démarche pour aller se rapprocher des acteurs et des publics par rapport aux questions du digital en général. Et donc on se situe pour ça par rapport à un projet qui se met là actuellement doucement en place, qui s'appuie effectivement sur ce constat et aussi sur les expériences de nos membres dont certains sont présents dans le collectif Hémicycle, pour s'engager dans une démarche qui s'appelle l'éducation à la citoyenneté numérique. Donc, vous voyez qu'il s'affiche dans mon dos et qui a pour ambition d'aller à la rencontre des acteurs et des publics pour mettre en route, je dirais, des éléments de montée en compétence de ces acteurs pour se rapprocher de leur public et de pouvoir, de ce fait, avoir, je dirais, une attirance et une volonté d'agir dans ce domaine de l'éducation à la citoyenneté numérique en utilisant les différents outils dont on parle aujourd'hui, les outils qui sont proposés par Hémicycle en termes de formation, d'outillage, ou les outils qui sont proposés aussi par la direction des affaires culturelles, peut-être aussi dans des relations avec les organes de presse. Donc voilà, j'expliquerai tout à l'heure un petit peu comment on voit ces questions au travers
cette expérience d'aller à la rencontre des publics et de travailler avec eux sur la montée en compétences par rapport aux axes qui sont développés derrière, que je reprendrai tout à l'heure. Merci beaucoup Thierry. Je me tourne maintenant vers vous, Stéphanie Izan. Donc je le disais, vous êtes rédactrice en chef adjointe à La Voix du Nord, en charge de l'éducation aux médias dans ce journal, et ça n'est pas quelque chose d'unique, je pense, dans la presse française, mais vous êtes quand même très précurseur à La Voix. Alors tout le monde connaît La Voix du Nord, mais peut-être que vous pouvez présenter un peu plus précisément votre journal et surtout son implication en EMI, expliquer pourquoi même les médias professionnels se mettent à l'EMI. Pourquoi ? Alors oui, pour commencer, quelques mots quelques mots et quelques chiffres sur La Voix du Nord, qui est donc le quotidien régional de référence dans le Nord, et qui s'appuie sur une rédaction de... Je crois que vous avez préparé également quelques diapositives, Stéphanie. Hein, ouais. Je le dis pour nos amis de la régie là-haut. Ouais, 2 diapositives et une vidéo. Et une vidéo, c'est ça. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, 310 journalistes, et une diffusion de près de 200 000 exemplaires quotidiens. On compte aussi 700 000 visites en moyenne chaque jour sur le site internet lavoixdunord.fr. La Voix du Nord, c'est 17 éditions locales, une trentaine d'agences et de bureaux répartis sur l'ensemble du territoire, le Nord et le Pas-de-Calais. Et La Voix du Nord appartient au groupe Rossel, qui est un groupe de presse, c'est important de le préciser, belge, qui détient aussi le Soir de Bruxelles, et un parmi les autres quotidiens régionaux en France, un que vous connaissez particulièrement bien ici à Amiens, c'est le Courrier Picard. J'en profite pour saluer mon homologue Daniel, ici au premier rang. Quelques chiffres aussi sur les réseaux sociaux, parce que je pense que quand on parle éducation aux médias, faut parler aussi réseaux sociaux. La Voix du Nord compte plus d'1,5 million d'abonnés sur ses pages Facebook, donc une page Facebook générale, et chaque édition locale compte aussi une page Facebook. Pareil pour les comptes Twitter, les comptes Instagram également, sur lesquels sont très présents les jeunes, et Snapchat. Donc, comme tu le disais Yves, La Voix du Nord mène une politique particulièrement active en matière d'éducation aux médias, avec d'abord par son organisation. On a décidé de lancer un appel au sein de la rédaction pour nommer des référents dans chacune de nos équipes. Et aujourd'hui, on en a une trentaine de référents journalistes répartis sur l'ensemble du Nord et du Pas-de-Calais, et qui sont tous volontaires pour participer à nos différentes actions en matière d'éducation aux médias. Une vraie mission pour les journalistes aujourd'hui, portée par notre directeur de la rédaction, Pierre Mauchon, qui est convaincu par ça aussi, en fait. Alors, on a mis en place différentes actions, différents outils, et le premier que je citerai, c'est Ta Voix. Alors, je ne sais pas si on peut lancer tout de suite la vidéo, ça vous donnera tout de suite une idée de ce que c'est que Ta Voix, qui a été créé en 2019 et qui est le média numérique régional de La Voix du Nord pour les 13-17 ans. Je ne sais pas si on peut lancer la vidéo. Non. Ta Voix est le média numérique des ados du Nord et du Pas-de-Calais. Et avec Ta Voix Créator, les ados de la région participent à des ateliers d'éducation aux médias. Des journalistes professionnels de La Voix du Nord viennent à leur rencontre dans leur collège, leur lycée, leurs centres sociaux ou leur maison de quartier. Les jeunes reporters produisent des contenus sous forme de vidéos, de stories ou d'articles qui sont publiés sur les réseaux de Ta Voix et dans le journal. Sur Ta Voix, on dresse aussi des portraits d'ados, on donne des idées de sortie, on répond aux questions que les jeunes se posent. Bonjour à tous, je m'appelle Victor, j'ai 15 ans, et aujourd'hui j'aimerais savoir pourquoi la Chine a décidé de créer sa propre station spatiale. Bonjour, je suis Jules de Corneille, j'aimerais savoir pourquoi l'assassin de Sarah Halimi n'a pas été jugé responsable pénalement. Bref, Ta Voix, c'est de l'info pour et surtout avec les ados. C'est un média dédié aux jeunes, c'est pour les jeunes. Et quand on a besoin de ça, parce que les jeunes souvent ne sont pas souvent mis en valeur. M'ont permis d'avoir un peu plus confiance en moi, en me rassurant et en me suivant aussi tout au long de mon année scolaire et même pendant les vacances.
Ça nous a apporté à mieux découvrir le métier de journaliste, de pouvoir travailler d'une nouvelle manière en faisant des ateliers. J'écris des chroniques pour Ta Voix depuis 1 an et demi. C'est très très enrichissant. Je suis très honorée de pouvoir le faire. Bien, je voudrais leur dire merci. Alors voilà, tout est dit en 1 minute 30. Donc Ta Voix, on est essentiellement présent sur les réseaux sociaux, sur Instagram particulièrement. Et la force de Ta Voix, c'est créer de l'info pour les jeunes, mais surtout avec les jeunes en fait. C'est vraiment... Et depuis 1 an, en parallèle, on a aussi mis en place Ta Voix Creator, donc qui est un outil des ados pour créer l'info avec les enseignants, les accompagnants en centres sociaux, en bibliothèque aussi, grâce à les 2 journalistes que vous avez vus dans la vidéo qui sont détachés sur Ta Voix, mais aussi notre réseau de référents sur l'ensemble de nos éditions. Donc Ta Voix, mais aussi on a une grosse autre action qui est Journalistes en herbe, qui a été initiée celle-ci il y a 10 ans déjà, dans 25 écoles, avec cette année-là 25 articles publiés. L'opération est depuis reconduite chaque année avec des classes différentes. Et le principe, c'est que chaque classe est accompagnée par un journaliste et publie un reportage dans les pages locales et aujourd'hui sur le site internet. Chaque famille des jeunes qu'on accompagne est abonnée au journal gratuitement pendant la durée de l'opération. Ça se déroule en général sur la 2e partie de l'année scolaire. Et ils travaillent sur différentes thématiques autour de la citoyenneté, des articles sur l'égalité filles-garçons, l'environnement, enfin vraiment des thématiques très, très variées. Et donc sur cette opération, on est accompagné par l'Académie de Lille. Et on a souhaité élargir au lycée professionnel depuis 3 ans. Et cette année, on accompagne 24 classes du 1er degré, 22 de lycée pro et aussi l'unité pédagogique de la prison de Kievrechin qui va être accompagnée donc, par notre journaliste référente de Valenciennes au printemps. Le Courrier Picard et l'Académie d'Amiens participent aussi à cette opération depuis quelques années maintenant. Ta Voix, Journalistes en herbe et autre temps fort pour nous, c'est la semaine de la presse et des médias dans l'école à laquelle on participe avec le Clémy. En offrant des journaux. L'an dernier, on en a offert plus de 200 000 à plus de 700 établissements scolaires donc, durant la dernière semaine de mars. Mais pas seulement. On lance chaque année maintenant depuis 3 ans un marathon de la presse dans chacune de nos éditions. Donc avec le Clémy, on lance un appel au collège, un peu victime de notre succès. Donc bon, on change chaque année quoi. Et on accompagne 20 classes. Un journaliste professionnel accompagne une classe, il y en a 20 au total, ça représente à peu près 500 jeunes et l'an dernier par exemple ils ont publié une centaine d'articles sur le sujet, 80 étaient signés par les jeunes et ce qui représentait 38 pages dans le journal print. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps, mais on a encore plein d'autres actions, notamment avec le SJ, où on a, il y a 2 ans, accompagné une 50aine de classes en lycée pro avec des jeux créés par le SJ, basés sur une enquête journalistique et la construction d'une une de journal. Le Courrier Picard mène la même opération cette année, enfin depuis l'an dernier, je crois. Et puis, on accueille aussi énormément de stagiaires tout au long de l'année. Au sein de nos différentes équipes, en fait. Merci beaucoup. Donc, je me retourne aussi vers vous maintenant, le public, si vous voulez réagir. Je pourrais vers vous tous. Moi, je voudrais lancer peut-être un petit peu la discussion en disant, vous avez tous, ce sont des structures qui sont différentes, qui partagent l'éducation aux médias, bien qu'étant des structures différentes, avec des histoires différentes et des cahiers des charges différents. Mais vous avez aussi
toutes un point commun, c'est que vous maillez le territoire des Hauts-de-France. Est-ce que c'est important de mailler ce territoire? Quels sont les enjeux pour chacun d'entre vous autour de cette question que vous incarnez? Si vous le faites, je suppose que c'est parce que c'est important. Je ne sais pas qui veut commencer à prendre la parole par rapport à ça. Je peux commencer. Nous, la Voix du Nord, c'est pas la Voix de Lille en fait. Donc, voilà, c'est dans nos gènes que de mailler tout ce territoire, de Dunkerque à Maubeuge, de Montreuil à Valenciennes, en passant par l'ensemble du bassin minier. Et j'ai pas précisé tout à l'heure, et je m'en excuse, Sophie, c'est qu'on est accompagné également aussi par la DRAC, notamment pour Ta Voix et particulièrement cette année pour l'intervention dans les lycées professionnels également, de toute la région. Oui, sur la notion de maillage, bien sûr, c'est dans notre ADN, c'est très important. Et après, c'est plutôt dans la perspective, qu'est-ce que l'on fait après? C'est-à-dire, voilà, là, on a posé quand même tous pas mal de bases, de jalons, on a essayé de structurer, de mettre en place un réseau, d'avoir une dynamique régionale, mais on ne peut pas le faire tout seul. Donc ça, c'est vraiment important, c'est de voir comment on peut avoir une stratégie vraiment régionale sur l'éducation aux médias, une stratégie partagée, comment chacun peut prendre cette place dans cette stratégie. Et comme aujourd'hui on est sur une journée de territoire, voilà comment nos partenaires des collectivités peuvent aussi s'emparer de ces questions et partager avec nous cette stratégie régionale. Voilà. Donc on peut dire qu'on est à l'aube d'une nouvelle, j'espère, d'une nouvelle étape et qui pourrait encore être plus importante. Quels en seraient pour vous les enjeux, Sophie, de cette nouvelle étape? Une nouvelle étape, je pense qu'on a de gros enjeux toujours sur la formation, ça me semble. Alors la formation, bien sûr, des publics, des jeunes qui reçoivent les actions, mais la formation des professionnels qui encadrent. L'éducation aux médias est transversale et partagée par beaucoup de monde, les éducateurs, les enseignants, les personnes qui travaillent dans le réseau de lecture publique. Et c'est un sujet qui est sensible, qui n'est pas simple à appréhender, donc on doit vraiment avoir un axe très fort sur la formation. Donc je pense que c'est vraiment la première des choses. Et puis après, sur la structuration du réseau, d'être un petit peu présent partout. Aujourd'hui, on constate quand même que sur le Nord et le Pas-de-Calais, il y a peut-être plus de structures, plus d'associations, plus de ressources, plus de partenaires, mais c'est peut-être un petit peu moins vrai dans le sud de la région. Voilà, donc comment on peut avoir des acteurs qui sont mobiles, qui se déplacent, qui vont partout. Donc ça, je pense que c'est un enjeu de couverture territoriale, vraiment encore plus. Voilà. Oui, mais on peut tout à fait aborder cet aspect. Thierry, je vois que tu vouliez prendre la parole. Peut-être avec notre expérience évoquer cette question des ingrédients sur lesquels on s'est appuyé pour travailler sur cette rencontre avec les territoires. Donc déjà, structurer l'action sur la base de plusieurs acteurs membres de notre organisation, voire quelquefois aussi des acteurs associés. Donc ça, c'est une garantie d'avoir une représentation territoriale plus large. Et puis ensuite, on a travaillé sur comment outiller des acteurs. Alors, en dehors de l'école, je pense que c'est un enjeu important. On a vu, l'école est un petit peu en avance, je dirais, par rapport aux structures de l'éducation populaire de jeunesse. Et donc, comment outiller des acteurs qui sont en contact avec le public. Et donc, c'est un jeu qui est important. En même temps, derrière, il y a une rotation importante aussi des personnes à qui on a affaire. Et donc, il y a un souci permanent de renouveler ce qu'on avait appelé dans la plateforme Ready to Move, les formations premier accueil, c'est-à-dire donner un outillage minimum pour que les acteurs puissent aller à la rencontre des jeunes. Et puis après, l'autre problématique et qui est en jeu par rapport à ces questions, c'est la montée en compétences. La montée en compétences d'acteurs référents dans les territoires, avec l'idée que ces acteurs puissent aussi être dans une espèce de rayonnement vis-à-vis d'un ensemble d'acteurs qu'on avait appelé premier accueil, mais d'être aussi dans cette proximité, parce que c'est vrai que la question de la proximité, même à l'ère d'Internet et de tous les outils dont on dispose pour se parler à distance, la question de la proximité, c'est extrêmement important dans ce cadre-là. Je vois une question. Est-ce
Est-ce que quelqu'un peut vous... je pense qu'on va vous faire passer un micro. Attendez juste une seconde, comme ça, tout le monde pourra vous entendre. Je relève deux sujets importants, là, qui sont la question de le territoire, et il y a des choses à dire là-dessus, parce que je pense que dans un territoire, tous les territoires ne sont pas à égalité, et la question de la formation, vous en avez tous parlé. Pour bien intervenir, il faut être aussi équipé, outillé en matière de formation. Voilà, je crois que vous avez un micro, je vous donne la parole. Ouais, ça marche, oui. Bonjour. Moi, j'ai une question. Je voudrais savoir en fait comment l'éducation aux médias et à l'information peut s'ouvrir à d'autres domaines et quelle collaboration il peut y avoir avec d'autres champs artistiques ou même par rapport au champ de l'image, en fait. La question de l'image, du cinéma, etc. Mais aussi... avec d'autres artistes, quelle complémentarité il peut y avoir, parce que souvent sur les territoires, en fait, il y a des résidences de journalistes, mais pas seulement. Il y a parfois en binôme sur le même territoire un musicien, un plasticien, enfin d'autres artistes. Donc quelle passerelle possible entre ces deux univers? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Je suis sûr que vous pensez à quelque chose de particulier. Je ne sais pas, par exemple, quelle complémentarité entre un journaliste et un réalisateur de documentaire ou de fiction, pour l'exemple le plus simple et le plus proche, mais... Il y a d'autres... Sophie, elle a peut-être d'autres exemples. Qui veut prendre la parole? Moi, je vais juste rappeler qu'effectivement, mailler le territoire, ça passe aussi par considérer effectivement qu'il y a des espaces de porosité entre l'éducation aux images, l'éducation aux médias et à l'information, et aussi l'éducation au numérique. On le voit aujourd'hui face à la diversité des structures représentées dans cette salle. Pour répondre peut-être plus précisément à cette question, moi je pense à Flora. Peut-être que tu voudrais prendre la parole. Ou je pense aussi à Pauline Chasseriot qui représente la CAP aujourd'hui, et Mathilde de Rome qui est aujourd'hui aussi présente pour représenter la CAP, et qui peuvent en fait témoigner de leur expérience sur l'éducation aux images par exemple, et le film documentaire, et de quelle manière est-ce que ça vient de manière très frontière et aussi très fluide, coopérer avec l'éducation aux médias et à l'information. Je pense aussi aux Parasites, par exemple, qui dans le cas des Parasites, est une association qui se trouve sur l'Andrecy, dans l'Avesnois, qui a toujours fait en fait de l'éducation aux images, et qui est aussi sur un territoire où ils sont fortement demandés pour mener des projets d'éducation aux médias, et où ils développent cette compétence avec le temps. Vous m'entendez? Oui. Non, mais je veux bien commencer sur cette question. C'est vrai que dans les choses qu'on a pu mener, notamment ensemble, en lien avec la caravane des médias, c'est vrai que quand la caravane des médias s'inscrit sur un territoire, on développe des liens avec la salle de cinéma, et donc on va programmer des films qui vont pouvoir traiter de questions journalistiques. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent voilà, évidemment très bien, que ce soit des films de fiction ou du cinéma documentaire, ou alors de travailler sur des ateliers de programmation de courts-métrages avec des jeunes qui vont traiter de cette question, puisque le cinéma, de fait, traite aussi de la question du journalisme. Donc ça, d'un point de vue territorial, c'est des choses qu'on a pu mener régulièrement, qu'on continue d'ailleurs à mener en lien avec le réseau de salles de cinéma qui accompagne la CAP. Et puis pour ce qui est des ateliers, alors c'est vrai que on va dire les frontières sont très poreuses. Quand la CAP, on a une longue action d'éducation aux images, donc on est labellisé pôle régional d'éducation aux images, et c'est vrai que on va dire quand l'éducation aux médias était un petit peu moins à la mode, parce qu'il y a eu un moment donné quand même où l'éducation aux médias il y a 20 ans était quand même enfin, voilà, pas particulièrement valorisée. Donc c'est des choses déjà qu'on menait sur dès l'instant où on réalise de toute façon un film documentaire, se pose forcément la question de l'objectivité, du positionnement, du point de vue, et c'est autant de questions de toute façon qui intéressent aussi, qui vont intéresser aussi l'éducation aux médias, mais sachant que nous après c'est vraiment la question de l'image, parce que les médias dépassent de toute façon les questions de l'image. Ça, c'est de premiers éléments de réponse. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter.
Ouais, peut-être nous, pour le Labo 148, c'est un peu particulier parce qu'on est basé quand même dans un lieu culturel où il y a beaucoup d'artistes en résidence, notamment... Ah, c'est mieux. Il y a beaucoup d'artistes en résidence, il y a tout un vivier aussi vraiment d'associations et qui travaillent sur des projets culturels autour. Et du coup, on fait vraiment beaucoup de projets avec notre environnement proche. Et nous-mêmes, en tant que coordinateurs, on a aussi des parcours artistiques, donc on a toujours été vraiment à la croisée de la transmission de pratiques journalistiques et de pratiques artistiques. Et ça permet aussi vraiment d'inclure plus, peut-être, de toucher plus les jeunes qui ont aussi d'autres pratiques à côté et qui ne sont pas forcément intéressés de prime abord par l'éducation aux médias, mais qui peut-être par une autre approche sont peut-être plus sensibles. Oui, peut-être pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est que l'éducation aux médias n'est pas abordée de façon frontale et descendante en fait. C'est vraiment ça qui, je pense, est au cœur des deux témoignages qu'on vient d'avoir. C'est en fait, à travers des ateliers de pratique, que ce soit sur l'image ou avec d'autres pratiques artistiques, comment on peut faire émerger une réflexion, des façons de rechercher de l'information, de donner une opinion, de s'exprimer, de travailler son esprit critique, etc. Donc voilà, ce qui me paraît être important de relever, c'est en rentrant, faire de l'éducation aux médias sans presque en avoir l'air d'en faire en fait. Et moi, c'est peut-être ça qu'on pourrait retenir. Et après, Pauline, tu disais effectivement quand l'éducation aux médias n'était pas autant à la mode. Effectivement, aujourd'hui, c'est un peu à la mode, peut-être un peu trop, et peut-être qu'on attend trop de choses de l'éducation aux médias. Alors, ça sera peut-être l'objet d'autres tables rondes, donc je ne vais pas trop détailler, mais voilà, toujours de revenir aussi un peu à des choses peut-être un peu plus simples, la base, sur des activités vraiment très pratiques et de ne pas tout attendre non plus comme solution à travers l'éducation aux médias. Voilà. Et puis je ne sais pas si ça répond aussi d'une certaine manière à votre question, madame, mais ouvrir l'éducation aux médias à tout type de structure, oui, c'est quelque chose qui est vraiment important. Je pense que c'est un outil d'émancipation, c'est un outil aussi de défense de la démocratie, montrer à tout type d'acteurs qu'est-ce que c'est que de produire des contenus médias, quels sont les apprentissages qui sont nécessaires pour y arriver, quels sont les résultats, les obstacles, les limites. Ça permet aussi de devenir non pas expert, mais averti par rapport au flot d'informations dont on est tous submergés. Comme ça, j'ai deux exemples qui me viennent à l'esprit, mais je pourrais en trouver beaucoup d'autres. À l'ESJ, dans les activités qu'on mène avec nos étudiants, on a travaillé pendant plusieurs années avec un club de foot féminin à Cambrai. Voilà, donc c'est pas une structure culturelle, c'est une structure sportive et les filles et les encadrantes du club de foot souhaitaient prendre la parole en fait. Et donc nos étudiants les ont aidés par des acquisitions techniques et en fait elles ont créé leurs propres médias d'une certaine manière. Elles se sont emparées de la question de leur propre sujet, de leur propre existence dans l'espace public. C'était des trucs chouettes, c'était pas des grands discours compliqués, mais c'était bien. Et puis, on a travaillé souvent avec des structures culturelles, avec des théâtres, par exemple, là aussi, avec les mêmes questionnements, c'est-à-dire qu'on amène on amène la possibilité de s'emparer d'outils pour s'exprimer. Voilà. Je pense que dans l'éducation aux médias, il y a un rôle émancipateur qui est extrêmement important et qui dédiabolise aussi l'usage des outils et qui lutte un peu aussi de cette manière-là, enfin on l'espère, contre tout ce qui est rumeur, tout ce qui est mauvais usage et mauvaise image de ce qui ne sont que des outils, quoi, dont on peut bien se servir et dont on peut malheureusement aussi mal se servir. Sur la question des territoires aussi, est-ce que, à votre avis, j'ai de bonnes idées sur la question, mais est-ce que quand on parle de la région des Hauts-de-France, est-ce que les territoires sont à égalité ? Comment est-ce que vous voyez ça ? Est-ce que quand on veut faire de l'éducation aux médias ou quand on s'intéresse à ces sujets-là et qu'on est dans une zone rurale, par exemple, ou dans un quartier populaire, on est à égalité avec un public qui est je ne sais pas, moi, au centre de Lille ou d'Amiens, voilà. Alors, moi, je suis au fin fond de la Thiérache, sur Hirson. Donc, on a débuté l'éducation aux médias en 2016-2017. Ça ne s'appelait pas encore l'éducation pour moi aux médias, je ne connaissais pas trop le dispositif. Alors, je suis membre du réseau Hémicycle depuis 2020. Pas très simple, surtout quand vous êtes dans un département où il y a peu d'acteurs de l'éducation aux médias. On est nombreux au niveau éducation populaire, à faire de l'animation, à travailler auprès des enfants, parce que nous, c'est notre domaine privilégié.
Au début, je me suis lancé un peu, on va dire à l'arrache, clairement, sans repère. Alors, on a une fédération nationale qui développe les radios Franca, mais comme un réseau national, ça reste toujours national, c'est très grand, très large, et les contacts sont pas très réguliers, on se voit 2-3 fois dans l'année, c'est le maximum. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est sur ces territoires-là, l'éducation aux médias n'est déjà pas très connue au niveau de nos interlocuteurs, que ce soit même dans les établissements scolaires, les médiathèques, même les collectivités locales, on est un peu tout seul. On a eu un soutien de la DRAC, mais c'était au tout début. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est sur ces territoires-là, on peut se sentir très seul, très isolé. C'est vrai que le fait de pouvoir travailler sur un réseau qui... je ne suis pas journaliste, et je ne le prétendrai jamais, mais de pouvoir travailler avec des journalistes, avec d'autres partenaires de l'éducation populaire, de voir qu'on n'est pas obligatoirement tout seul dans nos territoires, parce que le collectif Parasite, c'est à Vennes, c'est 25 km à peu près qui nous séparent, on ne se connaissait pas obligatoirement. Ça permet de un peu restructurer, recentrer nos actions. Et aussi, moi je travaille sur les accueils de loisirs énormément. On veut mettre de l'éducation aux médias dans les accueils de loisirs, sauf que quand vous avez face à vous des directeurs de centres de loisirs ou des animateurs qui connaissent même pas ce que c'est, ils voient la télé, ils écoutent peut-être la radio, mais savoir comment ça se fait, ça n'existe pas. C'est vrai que là, on a commencé à développer les formations des animateurs, puisque pour aller intervenir, nous on est deux à faire de l'intervention. Si on n'a pas déjà préparé le terrain pour développer des projets, on perd beaucoup de temps, d'énergie, pour déjà rien que expliquer aux personnes qui sont, aux adultes qui sont face à nous, comment on va pouvoir travailler avec les enfants. Et si on n'est pas accompagné par eux, c'est quelque chose qui est encore plus difficile. Et donc c'est vrai qu'on peut un peu des moments s'essouffler, et c'est pas toujours très très simple quand on manque d'interlocuteurs. Bon, maintenant, on va être sur Soissons, on va y avoir un interlocuteur de plus avec Radiographite qui va être présent. Il y avait la Ligue de l'enseignement, mais la personne qui était en charge du dossier est partie. Donc, c'est vrai que plus on sera nombreux sur le territoire, plus on arrivera à former, parce que la formation, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Même pour aller dans les écoles, les enseignants ne sont pas du tout formés à faire de l'éducation aux médias. Et là, nous, on va lancer une expérience... sur 2022, puisqu'on a pris un peu de retard, les événements des derniers mois avec le Covid n'ont pas simplifié. On va travailler avec l'inspection pour former des enseignants, leur mettre à disposition une malle, et on irait faire les primos interventions et qu'ils puissent développer encore du travail radio là-dessus. Mais c'est vrai qu'on est en milieu rural, ça peut être très difficile. Il y a une résidence qui a voulu se mettre en place sur la communauté de communes à côté, très compliqué. C'est ce que disait du coup Stéphane, et je ne vais pas répéter ces mots, mais il y avait un vrai enjeu au départ du réseau Hémicycle d'identifier en fait les acteurs sur le territoire, et aussi en creux, évidemment, de repérer les zones dans lesquelles il devenait nécessaire soit d'aller en fait former des acteurs de terrain pour pouvoir intervenir, soit d'aller mener des projets sur ces territoires-là. Je pense effectivement à l'Aisne, au département de l'Aisne, comme le dit Stéphane, où il y a effectivement une sous-représentation du nombre de structures d'éducation aux médias et à l'information. En ce sens-là, je trouve qu'une des réponses apportées pour le moment, qui est les résidences missions, résidences de journalistes, sont un beau début, puisqu'en fait, la DRAC Hauts-de-France en développe un certain nombre sur le département de l'Aisne actuellement, et que ça permet de repérer, de former localement des animateurs, des éducateurs, des enseignants.
c'est l'immersion d'un journaliste pendant au moins 4 mois sur un territoire et un travail qui engage en fait une dynamique durable d'éducation aux médias et donne envie aussi aux communautés de communes de s'emparer de cette question-là. Donc il y a un vrai enjeu là sur ces territoires-là. Je pense aussi au département du Pas-de-Calais et par exemple sur la zone Boulogne-sur-Mer, Calais, où il y a des projets à développer, mais aussi des acteurs à former localement. Et au travail de la friche, du collectif La Friche, qui est en train de se porter sur faire un peu focus sur ce territoire de Calais. L'idée là, c'est aussi grâce au réseau Hémicycle là, d'avoir repéré le fait qu'à Calais effectivement il y avait un besoin d'intervenir auprès des publics, mais aussi de former les acteurs locaux. Donc là, on est en train de se dire voilà, de quelle manière est-ce que durablement on peut construire cela avec un projet d'éducation aux médias dans un centre social, en lien avec une bibliothèque à Calais, et de pouvoir donc donner envie d'aller sur l'éducation aux médias par la pratique, comme le disait Sophie, et aussi d'aller former les animateurs, les bibliothécaires avec des formations proposées par la Friche. Donc c'est aussi tout l'intérêt de ce réseau, effectivement de s'identifier, de se connaître, de se rencontrer, de se former ensemble, mais aussi en creux de repérer ces espaces pour y aller. Juste pour compléter, effectivement, la DRAC va pouvoir être à l'impulsion en fait, souvent de projets, de démarrage de dynamique, voilà, en favorisant des résidences ou en soutenant des projets, mais ne pourra pas être au long cours tout le temps présente partout. En fait. Donc c'est vraiment important ce relais de l'ensemble des partenaires pour s'emparer de cette question et comment on peut la faire durer au long cours sur le territoire. Voilà. Il y a un autre élément. Juste une dernière chose, c'est vrai que sur les territoires, sur nos territoires ruraux, il y a aussi d'autres acteurs qu'il faut aussi former et informer, ce sont les élus qui ne connaissent pas obligatoirement l'éducation aux médias, qui nous voient des fois un peu comme des ovnis, des extraterrestres arrivant à vouloir faire de la radio alors qu'on n'est pas journaliste. Et c'est une vraie formation aussi des élus qui est important de mettre en place. Alors ça commence tout doucement. Parce que petit à petit, on s'aperçoit que le travail qui est fait par les différents organismes est un véritable travail d'action sur la citoyenneté et d'information des jeunes. Mais c'est vrai que les élus ne sont pas obligatoirement formés et bien informés de ce qu'est l'éducation aux médias et comment on peut le faire. Alors c'est vrai que l'éducation aux médias et à l'information n'est pas une discipline récente, mais elle a connu un fort développement depuis 2015 et depuis donc les attentats Charlie Hebdo. Par rapport à d'autres effectivement disciplines comme le spectacle vivant et musique actuelle, il y a un accompagnement qui est proposé par Hémicycle dans l'année à venir pour les EPCI qui souhaiteraient s'inscrire dans les résidences de journalistes. Donc on prend aussi conscience, évidemment en coopération avec la DRAC et la région, des besoins sur le terrain et de pouvoir y répondre. Je pense aussi, pas que aux EPCI, mais aussi aux médiathèques et bibliothèques, dans lesquelles aujourd'hui il y a une action renforcée d'éducation aux médias et à l'information et où il est nécessaire d'outiller, de ressourcer et de former les différents professionnels de cette branche. Voilà. Peut-être que tu veux réagir en ce sens-là ? Non ? Voilà, bon, j'ai bien dit, voilà. Parce qu'il y a Céline qui représente du coup la médiathèque de Roubaix. Cécilia, tu veux dire quelque chose ? Oui. On m'entend, non ? Oui, bonjour. J'aimerais bien rebondir parce que j'entends beaucoup outiller, former. Vous entendez ? Et puis, comme Madame Josso, vous avez dit, et c'est vrai que plus on en apprend et on en comprend sur le MI, plus on se rend compte du caractère abyssal. Vous avez dit, c'est un sujet... c'est sensible et difficile à appréhender parce que tellement transversal et effectivement, on est sur une multiplicité de supports, parfois très techniques, technologiques. Quand je pense à la vérification des images, on est quand même sur des logiciels et enfin voilà.
on est sur une multiplicité de sujets. On est sur quelque chose de super sensible. Il y a quand même des gens qui se sont fait égorger pour ça. Quand vous évoquez la formation des acteurs, est-ce que... c'est combien de temps former quelqu'un qui va ensuite aller sur le terrain? Parce que moi, je vois beaucoup de choses comme ça, où les gens, on leur fait une vidéo, où on leur fait 3 séances, et allez, tu vas sur le terrain, face à des ados qui, peut-être à un moment donné, vont être un peu rassasiés de ces actions, et ça risque de braquer. Entre parenthèses, je pense qu'il faudrait vraiment se rapprocher aussi, mais on en parlera peut-être cet après-midi, des publics seniors, des parents, parce que les jeunes, évidemment qu'il faut travailler avec eux, mais je pense qu'il y a peut-être beaucoup d'actions qui sont à destination des jeunes, proportionnellement aux autres publics. Enfin, voilà. Moi, ma question, c'est le temps de formation. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une forme de labellisation, enfin, à un moment donné, une sorte de certification des acteurs qui vont après être envoyés sur le terrain pour mener les actions, dire ok, ils sont prêts, parce qu'il y a une très grande importance aussi dans la posture par rapport aux actions qui peuvent être mises en place. C'est très délicat en fait, je trouve, et je me demande si on ne met pas les gens un peu vite sur le terrain. Voilà. Alors c'est un très bon sujet. Je propose qu'on conclue avec ça parce que Hélène commence à me faire des grands signes là-bas du fond. Donc il nous reste quelques minutes, 3 minutes. Bon, on va faire vite. J'aurais aimé qu'on parle aussi en termes de territoire, des territoires de la politique de la ville. Je salue Madame Ferrandi de la préfecture sur les quartiers populaires qu'on appelle sensibles, où il y a effectivement des enjeux spécifiques. J'aurais aimé dire aussi, et Hélène aurait pu le dire, qu'on peut, Sophie Jousseau y a fait allusion, mutualiser des outils. Nous, vous verrez en sortant qu'il y a une camionnette toute bariolée de l'ESJ qui est dehors. C'est un News Truck, c'est un outil donc, qui permet aussi d'aller dans des territoires enclavés. Enfin, donc, bref, tout ça pour dire que le sujet n'est pas du tout épuisé. Mais je propose qu'on termine sur cette question de la formation, parce qu'elle est un peu transversale, tout le monde en parle. Et effectivement, c'est une chose dont on a pris conscience, les uns et les autres, je pense. C'est de plus en plus difficile d'affirmer qu'on va aller faire de l'éducation aux médias comme ça, quoi, sans être passé préalablement par un processus de formation. Et c'est une thématique qui est en train de s'imposer. Je peux donner notre exemple, et puis certainement d'autres personnes pourront témoigner. Nous, à l'ESJ, maintenant, on forme nos étudiants en journalisme à la question de l'éducation aux médias, systématiquement tous. Parce que la question du rapport avec le public n'est plus un sujet qui ne pose pas de problème, au contraire. Donc il est nécessaire d'être formé par rapport à ça. Les gens qu'on envoie sur le terrain pour faire des actions d'éducation aux médias passent tous par des processus de formation, y compris les journalistes professionnels, hein, bien sûr. Et on est en train de mettre en place une offre de formation professionnelle pour les différents acteurs de l'éducation aux médias. Alors pour répondre, madame, un peu à votre question sur les volumes, les durées, ça c'est variable en fait. Je pense qu'on ne doit pas se former de la même manière quand une partie conséquente de son travail est dédiée à l'éducation aux médias. Je pense par exemple à Stéphanie qui est journaliste, rédactrice en chef, cadre à La Voix du Nord, mais qui a en charge l'éducation aux médias pour un titre, et un titre important. Donc ça représente une part importante de son travail. Si jamais elle éprouvait le besoin de se former, la formation qu'elle devrait ou souhaiterait suivre serait certainement une formation plus importante en termes de volume, en termes d'enjeux, en termes d'aspect de formation, que la formation de quelqu'un qui reçoit des jeunes et qui, parmi différentes activités, doit à un moment donné monter une session d'éducation aux médias, accueillir un journaliste en résidence. Là aussi, il y a un besoin de formation, mais ce n'est pas le même besoin. Donc, en fait, ce qui est en train de se dessiner, ce que nous, par exemple, on est en train de mettre en place, c'est toute une gamme d'offres de formation avec, je ne vais pas faire trop long, mais avec derrière des enjeux qui sont aussi très importants, qui sont les enjeux du financement de ces formations et de leur accès au financement de la formation professionnelle. C'est des choses qui sont importantes.
c'est un peu précurseur. Je ne pensais pas qu'on parlerait de ça aujourd'hui, mais juste je vois que ça touche tout le monde. Ouais, pour rejoindre, en fait, cet après-midi, on parlera d'évaluation, et c'est vrai que dans les actions, la démarche d'évaluation aujourd'hui de ce qui est fait dans l'éducation aux médias, je pense que c'est quelque chose qu'on pourra creuser, c'est-à-dire quels sont les besoins en formation, quel type de formation il faut proposer, pour qui. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont vraiment en construction. On sait que c'est un besoin, mais on n'a pas encore toutes les réponses. En tout cas, moi, ce qui me semble aujourd'hui, de ce que je vois, important de privilégier, c'est vraiment de travailler peut-être plus en qualité qu'en quantité quand on va sur un territoire. Voilà, de ne pas s'éparpiller, peut-être de faire des choix. On ne pourra pas toucher tout le monde en même temps, mais voilà, quel choix on fait. Et quand on travaille avec le réseau Hémicycle sur des formations, pour accueillir une résidence de journaliste, c'est vraiment important. C'est un territoire aujourd'hui qui veut accueillir un journaliste. Pourquoi ? Quels sont ses objectifs ? À quoi ça va servir ? Pour quel public ? Déjà, quand on arrive à baliser un peu tout ce travail-là, ce ne sont pas des formations longues, mais ça permet quand même de poser des jalons. Voilà. Et effectivement, au sein d'Hémicycle, on a aussi partagé ces dernières années plusieurs expériences de coopération sur de la formation et pour aller vraiment dans ton sens, Cécilia, plutôt sur du temps long, plutôt à travers l'expérience et aussi plutôt sur des logiques de compagnonnage. Je pense à une expérience récente qui s'est faite avec la Fédération nationale de l'audiovisuel participatif, où là, en fait, plutôt sur du média audiovisuel, un certain nombre de médias français, espagnols et allemands ont coopéré et sont allés en immersion pendant une semaine pour faire du média avec d'autres. Et ça, c'est plutôt des expériences que, évidemment, nous, on défend. Il y a un gros travail qui est mené par le collectif La Friche, aussi sur la création de modules de formation. Je pense notamment à leur école libre de l'éducation aux médias et l'information. Là, on est sur 3 jours de travail et ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'après, il y a effectivement... pour l'équipe des journalistes, je peux témoigner pour Carmen, qui travaille avec nous. Ils ne sont jamais lâchés en fait, face à un groupe jeune ou même adulte, sans avoir auparavant participé à cette école libre de l'éducation aux médias et aussi suivi un certain nombre d'autres journalistes en classe. Donc il y a vraiment une logique de formation entre pairs qui doit se faire. Et peut-être Sidonie, par exemple, qui, elle, intervient sur des projets. Peut-être, si tu veux dire un mot sur la manière dont tu t'es formé. Il y a vraiment la notion du temps qui doit s'inscrire là-dedans. Et aussi, au sein d'Hémicycle, nous, on se rend compte que ça évolue très, très vite. Hier, on parlait de Twitch, de Samuel Etienne, et du fait qu'il faut se former en continu pour ne pas être largué sur ces questions-là, parce qu'on est souvent face à une jeunesse qui va beaucoup plus vite que nous, et sur laquelle il est nécessaire d'être très alerte. Sidonie, tu veux dire un mot ? Donc Sidonie est journaliste. Sur la formation, moi je suis rentrée dans l'éducation aux médias en tant que journaliste il y a 6 ans par un projet, en fait, finalement, qui... vous m'entendez pas ? Je suis rentrée dans l'éducation aux médias il y a 6 ans maintenant par un projet, en fait, d'éducation aux médias qui avait déjà... qui a 15 ans aujourd'hui, donc c'est un projet qui avait vraiment une philosophie, une pédagogie, et moi j'ai été du coup formée à l'éducation aux médias via ce projet-là, assez spécifique, qui s'appelle Globe Reporter. Et puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai fait une résidence d'éducation aux médias, j'ai rencontré d'autres collectifs, d'autres acteurs, j'ai suivi en fait des séminaires comme ça, en Belgique, ici. Et c'est une réflexion finalement qui est nourrie un peu en permanence. Et après, dans le cadre d'ateliers, résidence, Globe Reporter, aujourd'hui on a un collectif qui s'appelle La Baraque qui fait aussi de l'éducation aux médias. Et à travers le partage d'expériences entre journalistes, mais pas que, parce que moi j'aime bien aussi décloisonner un peu l'éducation aux médias et pas rester que entre journaleux, on continue d'évoluer de cette façon-là. Je ne sais pas si je réponds à la question du coup, mais... Si, ça répond très bien à la question. Je propose que Hélène est passée en mode sémaphore derrière pour dire qu'on n'a plus le temps. Donc, oui.
Peut-être dire quand même qu'effectivement, Sidonie, son métier, c'est le journalisme et qu'il y a une formation nécessaire, mais sur le plan technique, mais aussi sur le plan pédagogique. Et en fonction en fait, des actions, des projets sur lesquels les journalistes s'inscrivent, il est nécessaire effectivement de les accompagner. Donc, il y a une vraie formation continue qui se construit, et on commence à le voir dans les universités qui s'emparent de ces questions-là, mais aussi la formation professionnelle. Alors, effectivement, Clémence, on termine sur ce sujet de la formation, mais qui est effectivement très important. Et je pense que sur un territoire comme le nôtre, qui est pionnier en matière d'éducation aux médias, ça ne me surprend pas que ce sujet de la nécessité de se former vienne un peu conclure cette table ronde très intéressante sur les territoires de l'éducation aux médias. Merci à tous, merci au public pour son attention. Je me rends compte que je n'ai pas salué les étudiants de l'ESJ, tout type de formation confondue, qui sont assez nombreux ici aujourd'hui, puis qui nous donnent aussi des coups de main, qui sont très impliqués dans ce sujet et qui adhèrent. C'est encourageant aussi pour une école comme la nôtre de voir que les jeunes pour qui on travaille adhèrent à ça. Ils sont hyper partants sur toutes les questions d'éducation aux médias, d'ouverture sur le public. Voilà, si les questions de formation vous intéressent, il y a beaucoup de choses sur le site de l'école. On va enchaîner avec la table ronde suivante. Voilà, merci à tous.